Bonsoir. Je vais vous parler de la cyclicité et de ses aspects, je dirais, pervers. Pourquoi est-ce que c'est pervers, la cyclicité? C'est pervers tout simplement parce qu'on croit pouvoir saisir quelque chose, l'analyser, le fixer, le figer, et puis un peu plus tard, cette chose aura changé de caractère. Elle aura même peut-être pris le contre-pied de ce qu'elle était un peu plus tôt. Alors vous comprenez bien que, vu que beaucoup de phénomènes sont cycliques, ils tendent à nous échapper, à notre analyse, puisqu'ils sont un peu comme la chauve-souris. Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, voyez ma queue, etc. Et l'astrologie devrait réfléchir sur cette question. Dans quel sens? Eh bien, je pense que l'astrologie souffre de beaucoup de doubles emplois, de redondance. Nous avons en astrologie deux registres de diversité, peut-être même trois, peut-être même quatre. Un registre de diversité qui est celui du zodiaque, les 12 signes zodiaques. Un registre de diversité qui est celui des planètes, septénaire, plus 3 planètes, au-delà de Saturne, dont les luminaires aussi. Un registre de diversité qui est celui des maisons astrologiques. Et éventuellement un registre de diversité qui est celui des aspects. Et aussi celui des maîtrises, des domiciles. Mais venons-en aux deux premiers que j'ai cités, à savoir diversité zodiacale, diversité planétaire. C'est déjà beaucoup trop. Parce que nous savons par exemple que l'astrologie populaire, celle des 12 signes, elle fonctionne non pas dans la diversité planétaire, puisqu'elle n'utilise que le Soleil, mais elle fonctionne dans la diversité zodiacale. Et ça suffit. Alors, on peut avoir le cas opposé, à savoir une diversité planétaire sans diversité zodiacale. Quand je dis on peut avoir, sur le plan conceptuel. Mais on peut imaginer cela, je crois que ça n'existe pas, mais on peut l'imaginer, 10 planètes, chaque planète ne fonctionnant que sur un registre binaire, A, B. Et apparemment, ce schéma n'existe pas, mais moi-même, je l'utilise. En tout cas, je l'utilise pour Saturne, qui fonctionne sur un registre AB, et pas sur le registre zodiacal. Même si on peut dire qu'il fonctionne avec 4 étoiles fixes, enfin, de toute façon, c'est le même principe. Il n'y a pas au niveau des significations plus de 2 possibilités. Donc, nous avons d'un côté un seul facteur et 12 possibilités bien distinctes, les 12 signes. Alors, cela dit, il y a aussi les astrologues qui ne considèrent que les éléments. Alors, ils ne disent pas bélier, taureau, gémeaux, ils disent feu, terre, air, eau, etc., etc. Qui simplifient les choses. Parce que on a mis Jackie Elaïs qui prônait beaucoup l'idée qu'il fallait regarder les 4 éléments plutôt que les 12 signes. Je simplifie. Alors, beaucoup d'astrologues, au fond, par rapport à ce que je viens de définir, là, où en sont-ils? Comment se situent-ils? Eh bien,
tout simplement, ils prennent toutes les planètes que j'ai citées tout à l'heure, ils ont les 10 planètes, si on laisse de côté tout ce qui peut être astéroïde ou au-delà de Pluton, ou au-delà de Neptune, comme on voudra, et ils prennent donc toutes les planètes, comme le fait d'ailleurs quelqu'un comme Jean-Pierre Nicolas, mais ils prennent aussi les 12 secteurs, les 12 signes, comme le fait d'ailleurs aussi Jean-Pierre Nicolas, mais sans rentrer dans la symbolique zodiacale chez Jean-Pierre Nicolas, et en utilisant d'autres thèmes, d'autres formules, d'autres paramètres. Mais finalement, il garde quand même les 12 secteurs. Même s'il les redéfinit autrement, il garde les 12 secteurs, de même que les planètes, il les redéfinit autrement, mais il garde les planètes. C'est ça le problème de Jean-Pierre Nicolas, c'est qu'il garde tout, mais il reformule autrement. C'est pas suffisant, à mon avis, pour réformer l'astrologie. Donc, on a donc ce système déjà très pléthorique, très lourd, alors que, comme je l'ai cité tout à l'heure, on aurait pu se contenter soit d'une seule planète, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qui passerait sur les 12 signes, soit de 10 planètes ou de 9 planètes qui auraient un cycle binaire, A et B. Eh bien non, ce n'est ni l'un ni l'autre qui fonctionne actuellement dans l'astrologie se pratique en cette fin de 2016. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est à la fois l'ensemble des planètes et à la fois l'ensemble d'un signe zodiaque. Ce qui fait redondant. Voilà. Alors, pour revenir à la question que je posais initialement, à savoir la perversité de la cyclicité sur le plan psychologique, ça ne fait que renforcer cette impression, puisque avec toute cette diversité de facteurs, on a quelque chose qui est constamment une sorte de kaléidoscope, on est constamment en train de changer les combinatoires, les configurations, etc. À tel point que l'objet étudié devient quasiment insaisissable. Et à tel point, et c'est là que la chose se complique un petit peu plus, à tel point que on ne peut même pas définir la planète en tant que telle, puisque cette planète va passer par des variations, par des états successifs, parfois contradictoires, passant par exemple du bélier à la balance, de la vierge au poisson, etc. Est-ce que c'est toujours la même planète? Est-ce qu'il y a une constante de la planète, vu les vicissitudes, vu les tribulations par lesquelles elle va passer tout au long de son cycle global? Alors que répondent les astrologues quand on leur pose cette question? Ils vont répondre que chaque planète régit un créneau particulier et que ce créneau particulier, c'est ce qu'on va étudier, quelle que soit la diversité, quelles que soient les variations. C'est-à-dire, par exemple, Vénus, ça sera l'amour, et donc, de toute façon, tout ce qu'on va étudier à travers les signes zodiacaux, ce sera en rapport avec l'amour. Et puis, bien entendu, alors, si on veut compliquer encore plus les choses, pour rendre l'objet encore plus insaisissable et encore plus variable, les aspects. Les aspects qui vont modifier la nature de la planète. Parce que la planète va se retrouver en aspect avec une autre planète, donc elle va combiner, elle va se marier avec cette planète. Et je ne parle même pas des transits qui peuvent aussi interférer. Tout cela pour dire, et j'en ai pris conscience assez récemment, quelque part, pour dire que la cyclologie, la cyclicité, rend insaisissable le phénomène, tout phénomène, quelque soit. Parce qu'il n'y a pas que le phénomène astrologique. Prenons par exemple Paris. Est-ce que Paris est le même en hiver et en été? Est-ce que Paris est le même le jour et la nuit? Etc. etc. Donc l'objet lui-même, confronté, animé par une cyclicité, il nous échappe quelque part. Alors on peut essayer de trouver une constante, mais quand même il nous échappe. Et quand on entre dans la dialectique du cycle tel que je la définis, qui est binaire, à savoir la conjonction
l'opposition. L'opposition qu'on peut formuler autrement, qui est une sorte d'éloignement maximum entre les deux facteurs qui constituent le cycle, que ce soit planète-planète ou planète-étoile. Et c'est ça l'opposition finalement. C'est quand les deux facteurs sont aussi éloignés possible l'un de l'autre. Donc si on est dans un système à 80 degrés, l'opposition sera à 45 degrés. C'est ce que fait un peu l'astrologie de Hébertine, Outre-Rhin. Bon. À ce moment-là, nous avons donc un temps de conjonction où des choses différentes vont se rejoindre. Des forces différentes, des niveaux différents vont se rejoindre, sinon se télescoper. De sorte qu'on ne peut même plus les capter véritablement séparément, isolément, puisqu'ils sont en train de se conjoindre, de fusionner en quelque sorte. Et puis il y a d'autres moments, au contraire, ce que moi j'appelle la phase oméga. Et la balance pour moi c'est la marque de l'opposition. De deux facteurs qui sont face à face, qui se font vis-à-vis. Eh bien, c'est la maison 7. La maison 7, souvent, la maison des adversaires, la maison des opposants. N'oublions pas que la balance, c'est quand même quelque part le signe de l'opposition. Hein. C'est 180 degrés quand même, quelque part. On l'oublie trop souvent, ça. Donc l'idée d'une harmonie de la balance, ça reste très discutable. Bon, peu importe. Et donc, avec la phase d'éloignement maximum, là, les choses ne se confondent plus. Elles se distinguent, elles se séparent. Donc on peut les appréhender dans leur spécificité, sans qu'elles soient mélangées à d'autres choses, amalgamées à d'autres choses, comme c'est le cas de la conjonction. Donc finalement, c'est au moment de l'opposition entre les deux facteurs, qui forment le cycle, quel qu'il soit, que l'on peut le mieux cerner la caractéristique de chacun de ces facteurs. En revanche, lorsque ces deux facteurs sont conjoints, ça devient beaucoup plus difficile. Et c'est pourquoi on ne peut pas considérer une description d'un phénomène comme étant satisfaisante, comme étant exhaustive, tant qu'elle ne s'est pas située dans une durée. Une approche ponctuelle d'un phénomène ne fait pas sens, parce que ce phénomène peut varier, peut changer. Et donc pour pouvoir le saisir dans sa complexité diachronique, dans ses différents avatars, son différentes manifestations, il faut du temps. En l'occurrence, dans mon système, il faut 7 ans. Il faut 7 ans pour qu'on voit à peu près l'ensemble de la configuration. Alors, et oui, il y a des astrologues qui disent qu'il faut l'ensemble. Moi, je dis 7 ans. Des astrologues qui disent que, l'autre jour, je lisais que pour Neptune, il faut attendre que Neptune ait terminé son cycle pour qu'on comprenne ce qu'est Neptune, ça veut dire 165 ans. Il ne faut pas exagérer, je crois que c'est M. Lenoble qui écrivait ça. Et non, alors, entre 165 ans et 7 ans, il y a quand même une petite différence. Parce que moi, je travaille sur un système binaire, une seule planète plus un système binaire, A, B, alors que d'autres astrologues travaillent sur tant de planètes et tant de divisions. Voyez-vous la différence entre les deux astrologies? C'est véritablement le jour et la nuit, c'est le cas de le dire. Et c'est pour ça que je pense d'ailleurs que on se dirige vers un divorce au sein même de la communauté astrologique entre ces deux options, l'option minimaliste, avec un seul facteur qui passe par 2 temps, et la tendance maximaliste avec 10 facteurs qui passent par 12 temps. Et qui en plus, comme ce sont ces 12 facteurs qui se passent par 12 temps, en plus évidemment, ils s'interagissent. Voilà ce que je voulais dire ce soir pour expliquer, par exemple, quand je parle des hommes et des femmes, par exemple, qui sont au cœur de mon travail, eh bien qu'on ne peut pas décrire une femme dans le seul état alpha ou dans le seul état oméga, qui sont les 2 temps du cycle de Saturne. Il faut, en fin de compte, la décrire dans son état oméga, quand elle est distincte, quand elle se démarque de l'homme,
Parce que quand elle est dans l'état alpha, elle fait corps, elle s'unit à l'homme en quelque sorte. Et par conséquent, on ne peut pas la saisir dans sa spécificité. Et on peut comprendre à ce moment-là que quand les gens sont dans un état alpha, ils ne sont pas du tout disposés à ce qu'on les étudie de façon spécifique. Parce que précisément l'état alpha, c'est une sorte de volonté d'aller outre, une volonté de combiner, une volonté de totalité, d'unité. Donc quand on est en état d'unité, la personne n'est pas en mesure d'écouter, c'est pas audible, ne peut pas écouter des choses qui vont la distinguer, la différencier, la discriminer. Il faut attendre l'état oméga pour que la personne, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'au niveau de la consultation astrologique, c'est la même chose. Quelqu'un qui fait la consultation, un astrologue qui parle à ses clients, à ses élèves, eh bien, il ne pourra pas faire passer le même message selon que le moment où il parle, on est en état alpha ou en état oméga. S'il s'efforce de décrire les différents types de personnes alors qu'on est dans une phase alpha, les gens vont dire ah oui, je ne me reconnais pas, je ne veux pas être limité comme ça, je suis aussi ceci, cela, ou je veux être ceci, ou j'ai envie d'être cela. Donc on n'y arrivera pas. En revanche, dans l'état oméga, les gens sont prêts à dire je suis comme ceci et pas comme cela, et si on commence à leur dire vous êtes un peu ceci, un peu comme cela, ils ne vont pas non plus être contents. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, chers amis, à savoir que notre mode de raisonnement, notre mode de pensée doit évoluer, je parle pas uniquement pour les astrologues, je parle pour l'humanité tout entière, doit évoluer dans cet esprit-là, à savoir que les choses ne sont comprises que si on les situe dans la durée. Mais il ne faut pas que ce soit une durée qui dépasse un temps raisonnable de 7 ans, hein. Je crois que 7 ans c'est déjà beaucoup, donc il faut quand même arrêter de raconter qu'il faut 30 ans ou 80 ans ou je ne sais pas quoi pour prendre connaissance d'une planète. Parce qu'en fin de compte, ce que je dis pour une personne vaut pour une planète. La planète, c'est un peu une sorte de personne. La planète, elle va passer par des états successifs. Donc si vous voulez définir la planète, il faut pouvoir la définir aussi dans la durée. Bon. Mais cette durée, ce n'est pas forcément le temps que la planète va traverser les 12 signes. Et dire personnellement, je crois que une chose est de parler de la diversité et de l'évolution d'un facteur dans un état A et B. Maintenant, parler de l'évolution d'un facteur sur 12 états successifs, là, ça me paraît un petit peu délirant. Enfin, ça, ce n'est que mon avis.